avec la salle. Je vais juste récupérer le micro, parce que je crois que c'est celui-là qui doit tourner. Je crois que voilà. Je vous donne le micro, donc l'idée c'est de poser les questions que vous avez envie de poser à José Martinez, à son équipe. On va voir, c'est lui de toute façon qui va répartir un peu les paroles, évidemment en fonction de la nature des questions posées. Donc voilà, peut-être ce qu'on peut faire, c'est s'il y a une première personne qui peut lever la main, puis après généralement le mouvement est donné. Donc voilà, n'hésitez pas, je vois une demoiselle là, et puis après on essaiera de faire tourner la parole encore une fois. Je pense que là on a fait 1 heure, donc c'est très bien. On va essayer d'avoir à peu près le même temps d'échange, comme ça il y aura un équilibre entre les interventions et puis les échanges. À la ville de Montpellier. Quelle indépendance vous allez avoir par rapport à l'agglomération de Montpellier? Alors, bon, c'est très simple. L'indépendance, la réponse, elle est en un mot, hein, indépendance totale. Totale. Si les Bayardois me font confiance, moi, je mettrai une indépendance totale à faire le travail que j'ai esquissé sur ces grandes lignes, c'est-à-dire que je ne travaillerai plus à la ville de Montpellier. Allez, une seconde question, c'est le monsieur qui a le micro là. Hein, donc, Bonjour, Madame Duhamel, je suis une habitante de la rue Paul Cézanne. Je souhaite vous poser une question. J'ai été à l'initiative d'une pétition concernant donc, la circulation et la dangerosité donc, de la rue Paul Cézanne. Nous avons rencontré le maire la semaine dernière concernant cette rue. Nous devons nous réunir avec les habitants de la rue Paul Cézanne pour évoquer des solutions. C'est ce qu'il nous a proposé. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Bon. Moi, je vous pose aujourd'hui la question, que prévoyez-vous si vous êtes élu pour cette rue Paul Cézanne concernant donc, le surplus de passage, la sécurité des enfants, il y a un parc juste derrière, à savoir que les personnes qui vont au parc donc, se garent face à la rue Paul Cézanne, enfin, du moins dans la rue Paul Cézanne pour traverser où il n'y a pas de passage piéton évidemment. Donc des ralentisseurs, ok ça va un moment, mais je ne suis pas certaine que cela suffise. Donc voilà, quelles sont les possibilités, les propositions que vous auriez à nous faire? Alors, déjà, une première remarque très critique sur l'actuelle municipalité. Ça fait 13 ans que ce problème est en train, il existe, et il grandit, et il s'amplifie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas en mettant des ralentisseurs dans tout Bayard qu'on règle le problème du plan de circulation. D'ailleurs, c'est souvent un indicateur de mauvais plan de circulation quand on se croit obligé, chaque fois qu'un Bayardois dit « je voudrais mon ralentisseur, ok, pas de problème, je te mets ton ralentisseur ». Là, 20 mètres plus loin, « je voudrais mon ralentisseur, ok, pas de problème, je te mets ton ralentisseur ». Ça, c'est du clientélisme. Moi, je vous ai présenté tout à l'heure Dany Abouki a parlé de sécurité cyclable, de sécurité piétonne. Je demande à Dany de travailler à la réalisation d'une voie verte. Elle est ici, pardon. Je ne la vois pas dans mon dos. Donc de réaliser une voie verte des zones nord-est de la commune, c'est-à-dire le complexe sportif, le collège, passer par le mail Gaston Bessette, poursuivre jusqu'au centre du village, ensuite continuer sur la rue des écoles républicaines, au Grand Chêne, et proposer une voie pleinement sécurisée, séparée de la chaussée pour les piétons et les cyclistes sur la rue Paul Cézanne. Cela veut dire qu'il faudra faire des choix en termes d'affectation de l'espace public. Cela veut dire que ce trafic de transit, il faut le faire passer ailleurs que sur la rue Paul Cézanne, ou qui est d'ailleurs une zone très résidentielle. C'est une hérésie de faire passer autant de voitures sur cette voie. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Le maire, vous l'avez rencontré, juste pour votre information, en 2008, il avait fait pareil. En 2008, il avait dit, vous inquiétez pas, je vais régler le problème. 13 ans sans régler ce problème.
moi je vous le dis, on va réaliser cette voie verte sur la rue Paul Cézanne. La rue Paul Cézanne, ça sera un des éléments structurants du plan de circulation. La rue Paul Cézanne va être en 30. Et ensuite, nous réaliserons une voie de contournement où les trafics de transit ne circuleront pas dans les zones résidentielles où on a des enfants, où il y a des problèmes de sécurité que vous avez cités et qui sont tout à fait justifiés. Donc voilà un des éléments structurants du plan de circulation que Dany va mettre en place. Mais là, il faut arriver en sécurité à rejoindre les quartiers nord-ouest jusqu'au pôle multimodal et jusqu'au parc, d'ailleurs, Gérard Bruyère, puisque la composante parc, j'en profite pour le dire, on y reviendra tout à l'heure, les Bayergois veulent une ville verte, et ils auront une ville verte. D'accord? Donc du parc jusqu'au centre, passer par le parc, le centre du village, Paul Cézanne, rue des Écoles républicaines, et jusqu'au, je ne sais pas si j'ai été très clair, j'essaye de décrire le cheminement, mais vous avez une diagonale du nord-est de la commune au sud-ouest de la commune. Comment? La rue Paul Cézanne, vous souhaitez la contourner? La rue Paul Cézanne, demain, elle aura en son sein une voie verte, cyclable et piétonne et ne comportera qu'un sens de circulation. C'est ce que nous proposerons. Hein. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois on a des projets, a priori, et ensuite on le soumettra à la volonté des bailleurs. Parce que, en matière de concertation, on pourra y revenir aujourd'hui, est-ce que vous avez été, par exemple, concerté sur le projet de l'urbanisation, par exemple? Est-ce qu'on vous a dit, à vous, Bayergois, qu'en 10 ans, on aura construit 2000 logements? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Je ne crois pas qu'il y ait un seul Bayergois qui ait été concerté sur cette affaire-là. Ah, par contre, le miroir aux alouettes, le lac, ça, on en parle beaucoup. Mais les logements qui vont avec, on n'en parle pas. D'accord? Monsieur Martinez, si vous êtes élu maire, je voudrais savoir ce que vous allez faire dans la rue du Contrôle, malgré notre cas de feu imposé par le maire actuel, la circulation étant très rapide et avec le lotissement de Monsieur Sué, on va avoir une circulation importante qui va sur Saint-Brest. Moi, je voudrais savoir ce qui va se passer. C'est bien parce que finalement, on découvre petit à petit le futur plan de circulation de Bayard. Eh oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Je vous dis, le rythme de construction. Le quartier Joseph Sué, c'est 220 logements. D'accord? Ça, c'est une première pierre. Au nord j'en profite, hein, au nord de Bayargues, sur les Linières, 220 logements. D'accord? Quand la maison de retraite sera transférée au nord de Bayargues, 70 logements. Au sud de Bayargues, plaine de Colombier, très rapidement, 300 logements. Et tout ça, sans penser les infrastructures. Colette, tu viens de donner un exemple, mais bien sûr que avant de construire le quartier Joseph Sué, il faut se poser la question, mais ces gens-là, comment vont-ils au travail? Puisque il est fort à parier que sociologiquement, on est des jeunes couples et que la composante, disons, domicile-travail est importante. Donc comment font ces gens pour aller au pôle multimodal, par exemple? Comment font-ils? Aujourd'hui, personne ne vous donnera la réponse. En revanche, les gens de la rue du Levant ou de la rue du Contrôle sont très inquiets, comme tu viens de le dire, parce qu'il y aura le matin 400 voitures, 500 voitures, 2 par logement, parce que le taux de motorisation quand même à Bayard il est élevé. Donc on sait que ces voitures, on va les avoir... Circulation rapide. Absolument. Alors je tiens aussi à dire une chose. En tant que conseiller d'opposition, quand l'équipe actuelle a dit « nous allons mettre un carrefour à feu au carrefour, disons, Contrôle Levant », eh bien nous avons là, en fait, une fausse bonne solution. Aujourd'hui, si vous observez ce qui se passe, les gens, pour passer au vert, ils le voient du bas de la rue du Levant, et quand ils voient le feu, ils foncent, ils foncent. Et ils arrivent à des vitesses incroyables sur ce carrefour, alors qu'une simple priorité à droite, alors qu'un simple stop suffisait. Et ça se passait très bien d'ailleurs. Entre les impressions d'insécurité et la réelle insécurité, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut me dire, mais quel accident y a-t-il eu sur ce carrefour? À l'époque, avec une gestion par stop ou par priorité à droite. Aucun accident. Donc à un moment donné, c'est une fausse bonne solution. Voilà. On a mis un feu, on se fait plaisir. Mais le réel, c'est que, un petit peu comme tu disais, Dany, tout à l'heure, ces fausses bonnes solutions, en fait,
Et finalement, c'est accidentogène. Quand on a une voiture qui arrive très vite sur ce carrefour, la situation est pire qu'avant et on s'est fait plaisir. Au passage, ça coûte quand même pas moins d'une centaine de milliers d'euros quand même. Hein. Bon, voilà. Tiens, pour une piste d'économie. J'avais que... Alors le micro continue à tourner, donc voilà, peut-être monsieur l'ancien maire alors. José, bonsoir. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais opposé à la réalisation du lac, mais il semblerait que les travaux aient déjà démarré, puisque ceux qui passent vers la gare se sont déjà rendus compte que des travaux de terrassement ont été exécutés. Comment va-t-on pouvoir faire pour faire en sorte que ce projet ne se réalise pas si demain tu es le maire de la commune? Alors bon, sans être trop technique, hein, souvent mes gaulissiers me disent « Oh, t'es trop technique, tu parles à un ingénieur, on comprend rien. » C'est un peu les reproches qu'on te fait à toi aussi, Jacques. Donc Jacques a donné un petit peu la réponse tout à l'heure. Les travaux qui vont être engagés sont des travaux, en fait, pour augmenter la capacité d'écoulement des eaux sous la RN 113. Ce qui fait que, en fait, tous les volumes d'eau que vous avez qui, dans les zones de la Dentelière, les hameaux, aujourd'hui vous avez ces zones qui sont inondées parce que comme l'eau ne s'écoule pas sous la 113, eh bien ça monte tout simplement. Là, ces travaux, c'est simplement faire des gros tuyaux pour pouvoir laisser s'évacuer les pluies décennales. Elles ont été calculées sur les pluies décennales, je crois. Voilà. Donc tous ces volumes d'eau, ils vont se déverser sur la zone du lac, mais de façon très ponctuelle. Alors ça, c'est la partie, disons, bassin de rétention. C'est-à-dire que il faudrait qu'à minima, ce volume d'eau, on puisse le retenir. En revanche, les 250 000 mètres cubes que vous évoquez tout à l'heure, Jacques, c'est-à-dire pour creuser un lac, ceux-là, ils ne sont pas nécessaires. Si demain nous sommes élus, le lac, on oublie. En revanche, la problématique de la rétention d'eau, c'est 150 000 mètres cubes, il faudra la traiter. Je pense que ce genre de problématique, on le traite en créant un parc. Et les Bayarbois étaient nombreux dans le cadre de toutes leurs contributions, nous ont dit, nous on ne veut pas le lac, mais en revanche on veut un parc, on veut pouvoir se promener avec les gamins, on veut pouvoir faire un peu de sport sur cette plaine. Donc il y a des choses à faire sur cette partie-là, mais c'est plutôt... parce qu'il faut savoir quand même que le lac, rapidement, je pense que d'autres questions vont venir sur ce sujet-là, c'est quand même 6 hectares et demi d'étendue d'eau, que je sache, on ne marche pas sur l'eau, donc les 6 hectares et demi sont mobilisés. C'est un espace qui est mobilisé, non baignable, et pour faire du wakeboard, je pense qu'ici dans l'Assemblée, vous êtes nombreux à pratiquer le wakeboard. Donc voilà, pour répondre à ta question, sinon c'est ces travaux, c'est les tuyaux sous la 113 pour justement, ce sont des bons travaux, c'est-à-dire qu'on évite que les zones amont s'inondent, en revanche après il faudra faire la partie bassin de rétention, ça oui. Alors après les questions donc, sur la circulation, sur le lac, peut-être d'autres questions ou autour des mêmes questions, peut-être madame. Moi je voudrais revenir sur les impôts. Bayard est endetté et José, tu proposes de diminuer le taux d'imposition. Est-ce que c'est vraiment possible ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne me serais pas engagé sur une mesure aussi forte si je n'avais pas fait travailler des spécialistes, des analystes sur la question. Et je vous disais à l'instant, ils ont analysé les comptes administratifs sur une bonne dizaine d'années. Donc on sait qu'il y a certains postes, peut-être que Jean-Luc tu peux nous donner quelques détails, mais je pense notamment aux postes sur la communication qui sont assez importants, le poste sur les festivités. Peut-être que Jean-Luc tu peux donner quelques éclaircissements sur le travail que vous avez conduit. Alors effectivement, je dirais qu'il y a des mines d'économie à faire. Alors, tu as cité la communication, c'en est un. On est quand même à l'ère d'Internet. Est-ce qu'il est raisonnable de mettre 100 000 € dans un budget de communication pour tirer des papiers extrêmement luxueux, enfin bon, voilà. Il y a les fêtes et cérémonies qui ont explosé.
Et alors cette année, à mon avis, on est déjà bien parti. Il y en aura encore une jeudi matin. Il y aura encore les fêtes et cérémonies qui vont prendre un grand coup. Donc là-dessus, il y a quelques petites anomalies. Enfin, grosso modo, quand on voit qu'entre les fêtes et cérémonies et les communications, ça doit faire dans les 300 000 euros, et que le budget alimentation, je pense que c'est ce qui sert à faire la cantine des écoles, il y en a 3 fois moins, on peut se poser des questions. Voilà, il y a quelques mines. Et puis, ce sur quoi s'est engagé José, je dirais que c'est quelque chose qui est facilement faisable. C'est de l'ordre de 200 à 250 000 euros. 200 à 250 000 euros, ça se trouve. Et ça se trouve sans se serrer très fort la ceinture, mais simplement en passant au crible les dépenses qu'on fait. Est-ce qu'elles sont utiles aux Bayardois? Est-ce qu'elles sont calibrées de manière raisonnable? C'est-à-dire que c'est pas trop luxueux, on ne veut pas être misérabiliste non plus, mais on n'a pas besoin non plus d'être bling-bling. Alors, voilà, on va regarder un petit peu tout ça. On a commencé à regarder un petit peu tout ça. Je vous assure que c'est réaliste de dire qu'on peut baisser les taux. C'est réaliste. Merci Jean-Luc. Alors, monsieur, peut-être qui a levé la main là-bas, à gauche, là-bas, ouais. Oui, bonsoir. Vous avez parlé des associations. Que proposez-vous pour nous aider? D'accord. C'est une question qui est large, mais je vais essayer de recentrer. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que les associations, elles agissent en pleine liberté, en pleine démocratie. Premier objectif. Je disais tout à l'heure, certaines associations qui ont été en souffrance, notamment sur le plan culturel. Autre organe fort que je voudrais développer, c'est mettre en place une commission d'attribution des aides pour les associations. Pour que ces aides, elles puissent être attribuées en transparence, et plus une association sera dans la politique à la personne, par exemple, autour du sport, autour de la culture, plus les projets que proposera cette association seront proches de la politique municipale, eh bien, tout simplement, nous évaluerons une subvention pour aider cette association. C'est ça la transparence, mais dans cette commission, je peux vous dire que le conseil municipal dans son ensemble sera représenté. Il y aura la majorité, il y aura également les élus, s'il y a 3 listes, des 2 minorités, et puis il y aura aussi des représentants des quartiers. Donc ça c'est déjà un gage de transparence. Et ensuite il y a des choses qui sont à mon sens assez faciles à faire. Créer un lieu pour les associations. René sera à la manœuvre, il connaît bien la question associative. Je veux que René il travaille sur la création d'une maison des associations. Une maison où les associations se retrouvent, une maison où elles auront des moyens généraux à leur disposition, où on va justement créer des émulations autour de ce tissu associatif. Voilà des pistes de réflexion. Mais comme je disais tout à l'heure, on ne livre pas tout le programme, ça nécessite du travail, ça nécessite, avec les colistiers, on se donne un bon mois pour travailler là-dessus. René a déjà pas mal avancé sur la question, mais il va de soi que quand on dit proximité, la question associative, c'est la pierre angulaire du système. Alors peut-être une autre question quelque part. Ah mais est-ce qu'on donne la parole deux fois à la même personne? Il est grand. Vous avez déjà parlé. Qui veut s'exprimer?
Non mais René est autoritaire. Non mais après, c'est bon. On parle des associations, alors moi je voulais savoir par rapport à la MJC, quels étaient les Ah projets oui. par rapport à la MJC. Alors effectivement, la MJC, Bernard en a parlé tout à l'heure, à l'époque, avec Simon, on s'était porté acquéreur de ces locaux, les locaux Castello. Et on avait dit à l'époque, on avait positionné la MJC et c'était quelque chose de tout à fait provisoire. Et rapidement, il fallait trouver une solution pour la MJC, qui est, disons, un fleuron du tissu associatif bayerrois. On y trouve de multiples activités. Je crois, Claudine, que tu y es souvent aussi à la MJC. La première des choses, effectivement, c'est de positionner la MJC au cœur du village,